peut-on avoir un virus dans un fichier vidéo ou image ? Eh bien, c'est une très bonne question. Avant toute chose, il convient de faire le tri entre des faux fichiers vidéo ou images et des vrais fichiers. Je m'explique, comme souvent, c'est l'utilisateur le point le plus vulnérable en sécurité informatique. Et voici pour l'exemple quelques fichiers que vous pourriez avoir sur votre ordinateur. Lequel, selon vous, est un virus ou non parmi les suivants ? Eh bien, impossible de le dire, car justement le but est de vous plonger dans le doute ou plutôt dans votre habitude de cliquer sur les icônes que vous connaissez. Il faut bien savoir que n'importe quelle icône peut être ajoutée à un virus. Il peut y avoir une icône d'image, de vidéo ou même de dossier qui pour moi est la plus dangereuse car s'il y a bien un type de fichier que l'on sépare des autres, c'est le dossier. Tout le monde sait qu'un dossier contient des dossiers ou des fichiers. Et en théorie, vous n'avez jamais eu un seul programme qui s'est lancé lorsque vous avez cliqué sur un dossier. Mention complémentaire pour l'icône des archives .zip ou .rar que l'on a également tendance à cliquer naïvement puisqu'elles sont habituellement des conteneurs qui eux aussi contiennent des fichiers ou des dossiers précis. Un clic droit sur les 10 fichiers nous relève cependant leur vraie nature et vous pouvez également, selon les paramètres du système, afficher les extensions complètes de chaque fichier pour voir la supercherie. Pour information, l'extension d'un fichier permet de savoir de quel type il est. De façon standardisée, on met des extensions comme .mp4 ou .avi pour des films, on met des extensions .jpg ou .png pour des images, bref, vous les connaissez déjà, et on met bien sûr des extensions .exe pour des programmes exécutables. Le code en lui-même d'un fichier ne change pas si vous changez son extension, mais le programme paramétré par défaut pour ouvrir ce fichier change. Donc oui, techniquement, vous pouvez renommer un fichier .exe en image.jpg, mais il faudra l'ouvrir avec autre chose qu'avec le visionneur d'images qui ne comprendra tout simplement pas ce que le fichier veut dire puisque ce n'est pas une image et il vous affichera donc un message d'erreur si vous double-cliquez dessus. Voilà donc pour les extensions dans les grandes lignes, mais attention car il est facile de jouer tout de même sur ces extensions en ajoutant par exemple une fausse extension et en la séparant de la vraie extension .exe avec des espaces. Et cela dans le seul but de faire tronquer automatiquement le nom de fichier et ainsi masquer la fin de celui-ci. Vous ne seriez pas tombé dans le piège, n'est-ce pas? Mais il y a encore plus sournois, il est possible d'utiliser un caractère spécial d'écriture droite-gauche pour changer l'ordre de la fin du nom. Cela veut dire que, techniquement, oui, vous pouvez voir un fichier imageexe.jpg qui termine donc bien par .jpg, avec une icône d'ailleurs en forme d'image, mais qui pourtant est bien un virus et s'ouvre en double-cliquant dessus. Et pour terminer sur cette partie des pièges visuels, il faut savoir que non seulement l'icône et le nom d'un fichier peuvent être changés, mais aussi la taille de ce dernier sans affecter son exécution normale. Cela est notamment possible puisqu'on peut rajouter des données arbitraires, qui ne servent en l'occurrence à rien, à la fin d'un fichier, et celui-ci fonctionnera tout de même puisque le code utile dont le système a besoin pour exécuter normalement le programme se situe au début de celui-ci, et le code inutile se situe à la fin. Il va donc pouvoir rallonger artificiellement la taille du fichier et bien sûr se faire passer pour des films par exemple. Je crois même qu'on a déjà vu des fichiers torrent vérolés qui ont pas loin de 2 gigaoctets, de quoi vraiment faire croire à quelqu'un qui va télécharger un Blu-ray en haute qualité alors qu'il s'agit d'un virus. Maintenant, tout ça c'est bien, mais concrètement, on n'a pas dans ce que l'on a vu d'images ou de vidéos concrètes avec un virus à l'intérieur. On a plutôt ici un programme malveillant qui est en fait déguisé en image ou en n'importe quoi d'autre. Alors, est-ce que c'est tout de même possible d'avoir une image malveillante en elle-même, et si oui, comment ? Eh bien, le cas le plus connu qui permet effectivement d'exécuter du code malveillant depuis un fichier image ou vidéo en tant que tel est celui du lecteur ou visionneur vulnérable. Admettons par exemple un lecteur de fichiers médias classique, celui-ci lit des fichiers vidéo et images valides en commençant par lire l'entête de fichiers spécifiques au fichier .mp4 ainsi que les éventuelles métadonnées de celui-ci, c'est-à-dire le titre, l'artiste, la description, etc. En bref, les métadonnées décrivent le contenu du fichier en question. Eh bien, si le lecteur média lit mal les métadonnées, ou pas correctement,
Ou alors, sans même parler des métadonnées, s'il lit mal le fichier en lui-même, il peut y avoir un code malveillant volontairement inclus dans le fichier vidéo ou image malveillant qui s'exécute involontairement par le lecteur, et à partir du moment où du code peut s'exécuter par ce lecteur, le pirate peut s'arranger pour y placer toutes sortes de commandes malveillantes pour faire cracher le programme, pour ouvrir des connexions à distance, pour prendre le contrôle du PC, etc. etc. Un exemple vaut mieux que 1000 mots, donc en voici un. Voilà, alors je suis donc ici sur Windows XP et vous voyez que j'ai un lecteur multimédia qui s'appelle Zoom Player. C'est une ancienne version, je crois, de 2012-2013 environ. Elle a bien entendu été mise à jour depuis et la vulnérabilité que je vais vous montrer a été signalée. Cela dit, j'ai pu récupérer la vieille version et un fichier image malveillant pour vous montrer comment tout cela fonctionne. Vous voyez ici sur le bureau de Windows XP, j'ai un fichier mal. Je vais mettre les propriétés. Vous voyez que c'est bien une image JPEG, c'est donc bien un document .jpg, ce n'est pas un programme exécutable. C'est une image, mais seule l'extension en fin de compte est une extension .jpg, car le code de cette image entre guillemets permet justement d'exploiter une vulnérabilité dans ce lecteur. Et la vulnérabilité en question va simplement ouvrir la calculatrice de Windows XP. Je vous montre tout de suite comment faire. On va en fait ouvrir ce fichier image avec le lecteur, tout simplement en la faisant glisser-déposer dessus. Et regardez ce qui se passe, la calculatrice s'ouvre, on a exécuté du code permettant d'ouvrir cette calculatrice à travers le lecteur vulnérable et n'importe quelle autre commande aurait pu être tapée ici, par exemple pour télécharger un fichier, pour faire planter le système, bref, beaucoup de possibilités et tout cela à partir d'un fichier image comme vous l'avez bel et bien constaté. Donc oui, dans ce cas-là, un fichier avec une extension .jpg peut être malveillant s'il est lié à un lecteur, à un programme ou à un système qui est vulnérable. Techniquement, cela fonctionnerait pour d'autres types de programmes qui ouvrent d'autres types de fichiers. Un autre moyen, un peu plus subtil de cacher un virus dans un fichier média comme une image est de cacher des parties de code ou de configuration à travers différentes images. L'image peut se retrouver compromise ou non, le but est surtout de passer outre les détections antivirus en séparant certaines parties du programme à travers des fichiers d'apparence saine comme une image. C'est ce que l'on appelle la stéganographie. Vous pouvez par exemple voir ici une image des plus banales et ici la même image avec un pixel modifié. Pouvez-vous voir la différence? Sans doute pas, mais pourtant au niveau de l'ordinateur il y a bien une différence flagrante et ce mécanisme peut ainsi être utilisé pour cacher des commandes complètes dans un fichier donné. Enfin, la dernière façon d'utiliser des images à des fins malveillantes concerne plutôt le web où des fichiers donnés comme ce Pacman flou peut contenir des métadonnées curieuses et cachées qui, une fois lues et décodées par un outil approprié, se révèlent être des commandes servant à prendre le contrôle d'un site donné. Pour ce faire, un script malveillant doit d'abord être installé sur le site donné et ce script va se servir de l'image qui peut être hébergée n'importe où, dont sur le site de confiance d'ailleurs, pour extraire le code malveillant de cette image à la volée et ainsi exécuter le code. De façon plus générale, la stéganographie permet de cacher n'importe quelle donnée dans n'importe quel fichier. Et pour vous donner un autre exemple, savez-vous ce qui se passait si cette image était visionnée dans le navigateur Internet Explorer version 6, 7, 8, 9, 10 ou 11 ? Eh bien, elle permettait de prendre directement le contrôle de votre ordinateur à distance. Par exemple, de voir, éditer ou supprimer les fichiers de votre ordinateur. Et cela car l'image cachait ce code qui est ce que l'on appelle un exploit visant à exploiter la vulnérabilité du navigateur Internet Explorer dans la version concernée. C'est donc une énorme vulnérabilité en sachant le nombre de personnes qui utilisent ou utilisaient Internet Explorer. Et là, on peut se demander si c'est encore possible ou si ça le sera encore dans le futur, notamment dans d'autres navigateurs comme Firefox ou Chrome. Eh bien, je n'ai pas la réponse, mais tout est possible, même si les développeurs des navigateurs font bien entendu tout leur possible pour éviter cela. Mais cela répond donc à la question, oui, une vraie image s'affichant dans un navigateur faillible peut permettre à quelqu'un de prendre le contrôle de votre ordinateur à distance, et devinez quoi, l'antivirus n'y verrait absolument que du feu, car la stéganographie cache entièrement le code dans l'image. Donc si une personne autour de vous dit encore que les mises à jour ne servent à rien, envoyez-lui cette vidéo car la seule protection ici, hormis bien sûr de ne pas utiliser le navigateur concerné, était de faire au plus vite les mises à jour.
Et puis maintenant, les plus curieux d'entre vous me diront comment est-ce que c'est possible de faire cela, de trouver de telles vulnérabilités. Eh bien cela demande beaucoup de temps, d'expérience et de connaissances sur le fonctionnement de la mémoire, sur les langages web également, sur les shellcodes et de manière générale cela fait partie du hacking éthique, à savoir trouver et signaler des vulnérabilités avant que les pirates ne s'en chargent, mais pas de la même manière. Je vous place des liens sous la vidéo pour en savoir plus sur tout ce que nous avons vu dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à très vite.